Toutes les semaines, Europe 1 vous propose un vendredi thématique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, faut-il les fermer? Alban nous disait à l'instant qu'en Iran, on ferme les réseaux sociaux dans ce contexte très inflammable autour du voile. Est-ce qu'il n'y a que les ennemis de la liberté qui souhaitent fermer les réseaux sociaux? C'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, allez en parler aux plus de 4,5 milliards d'utilisateurs actifs de réseaux sociaux dans le monde. Il y a beaucoup d'arguments pourtant qui plaideraient pour au moins leur régulation. Bonjour Michael Stora. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes Merci. psychologue, vous êtes psychanalyste, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, auteur aussi de très nombreux ouvrages sur notre rapport aux écrans, au virtuel, les effets de l'hyperconnexion. Le dernier en date, je le signale, paru l'an dernier chez Larousse, les réseaux sociaux, découvrez le côté obscur des algorithmes. Alors peut-être que vous n'avez pas lu, mais c'est les réseaux asociaux. Oui, alors voilà, j'allais le dire. D'accord, okay. Oui, parce que votre thèse justement, c'est que par l'addiction que suscitent les réseaux sociaux, la frustration, l'enfermement sur soi, les fake news, etc., les réseaux sociaux nous rendraient asociaux. Mais alors, d'abord, ça pose plein de questions. C'est quoi être social si vous nous dites que les réseaux sociaux nous rendent asociaux? Alors être social, c'est justement intéressant, c'est-à-dire c'est cette capacité à discuter, même si on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, c'est cette question de se dire que la différence en soi est une richesse. L'étranger, d'une certaine manière, nous apprend des choses et il faut l'accueillir. Et on s'est rendu compte, dans la manière dont certains réseaux sociaux, et disons les choses, Facebook d'abord, et Instagram, sa petite sœur, ont d'une certaine manière, à travers une sorte de philosophie, mais aussi des astuces entre guillemets de bonne conscience comme évitons les propos haineux, créer des bulles algorithmiques par exemple qui vont faire que on va vous présenter des gens comme potentiels amis qui pensent comme vous. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve dans un salon. Alors imaginez quand on a affaire à des gens qui ont peut-être une capacité à penser les choses, ça va. Mais quand on a affaire à des gens extrémistes, quand on a affaire à des gens qui peut-être au fond ont des rejets envers l'autre, on va nourrir d'une certaine manière cette haine. Donc il y a une sorte de clivage. Oui. Les bisounours vont rester entre eux, mais les gens qui veulent les manger aussi. C'est voilà, ça l'idée. C'est ça. Et donc, mais alors, parce que, pardonnez-moi, mais oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites avec l'objectif de lutter contre les propos haineux, les réseaux sociaux ont mis en place ces algorithmes qui visent à générer davantage de consensus. Ouais. Et vous dites que finalement, ça n'est absolument pas une solution. Non, évidemment. Évidemment, parce que il y a évidemment ces propos haineux. On a vu des histoires terribles. J'ai entendu ce fameux garçon qui a vécu du bashing, c'est-à-dire du harcèlement sur Internet. Mais au-delà de tout ça, se pose une autre question beaucoup plus complexe et même d'ordre économique, c'est la question de la modération. Peut-être que vous avez été au courant que il y avait 700 modérateurs pour 70 millions de personnes parlant la langue arabe. 700 modérateurs qui parlent arabe, ce qui est rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a aussi derrière une logique économique et on se rend compte que derrière des décisions politiques, il y a avant tout une logique économique et ça c'est très très inquiétant. Ouais. Alors il y a beaucoup de sujets parce que par exemple l'histoire de Jarod qu'on racontait dans le journal de 7 heures, c'est-à-dire que c'est dans la vie réelle, un garçon qui aurait probablement été harcelé même sans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une caisse de résonance, amplifient finalement le problème, le démultiplient. Et puis il y a ces réseaux sociaux pour ce qu'ils sont aussi, à savoir qu'ils sont l'occasion, c'est votre expression, d'éditorialiser nos vies. C'est-à-dire cette mise en scène permanente de soi-même à travers son nouveau vêtement, le lieu où l'on se trouve, etc. Oui, alors ça, c'est vrai que ça fait partie d'une forme à nouveau de philosophie très nord-californienne, always smile, et puis surtout de la consommation. Et donc c'est vrai que toujours sourire, c'est ça, etc. Toujours sourire, oui, c'est ça, pardon. Et donc ce qui est vrai, c'est qu'au fond, les modèles que l'on propose, entre autres, à beaucoup de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes, parce que je m'intéresse beaucoup à la jeunesse et aux effets, c'est-à-dire une proposition où on va très très bien, où on est beau, où on est et on va faire du placement de produits, toute cette sorte de gloubi-boulga, disons les choses, qui finalement vont être du côté d'un idéal sociétal, alors que finalement ça renvoie à un désir, c'est-à-dire j'aimerais être comme eux, mais en même temps une culpabilité, je n'y arrive pas. Et il suffit d'avoir finalement un corps à l'adolescence, d'autant plus qu'en pleine transformation. C'est un moment de très grande fragilité pour se rendre compte à quel point ça peut être très violent. Et d'ailleurs, il y a eu Frances Haugen, la fameuse lanceuse d'alerte de Facebook, qui a montré les ravages. Voilà, qui travaillait chez Facebook. Complètement. Et qui a quelque part livré quelques-uns des secrets, ouvert la boîte noire de Facebook, qu'est-ce qui se passe dans la régulation, et montré que d'ailleurs, les régulateurs de Facebook, les gens qui développent les algorithmes ne savent même pas exactement comment ça marche même. Totalement. Et puis souvent, soyons honnêtes, ils sont conscients, puisque en effet, il y avait des documents
document qui disait on prend conscience, entre autres avec Instagram, sur la question des filtres, qui donne une sorte d'image complètement idéalisée et faussée, qu'il faut correspondre à une image qui n'est pas soi. Et alors, ça, c'est vrai que ça crée de la souffrance. Vous évoquez ces Facebook Files, donc ces documents parus l'an dernier, qui montraient cette réalité cruelle. C'est que Facebook, à un moment, est en perte de vitesse, il y a moins d'engagement dans les publications, c'est-à-dire qu'on les partage moins, etc. Et donc, Facebook va réaliser que la conflictualité, finalement, fait le succès du réseau social. Et voilà le piège qui se met en place, à savoir que le réseau a finalement intérêt à ce que les gens, quelque part, s'entretuent virtuellement d'une certaine manière, Michael Stora. Oui, alors évidemment, d'un côté, il y a cette filtre algorithmique, mais de l'autre, alors je ne sais pas s'il y a une idée de créer du conflit, mais de créer de l'envie. De l'antagonisme et de l'envie. C'est ça, parce qu'au fond, il faut bien comprendre que la publicité a toujours fonctionné sur cette idée de correspondre à un idéal, mais l'idéal ne fait que nous renvoyer à une position d'impuissance et donc peut créer de la colère. On peut même aller plus loin. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes est né sur Facebook. Et c'est vrai que pour toute personne issue d'une classe très moyenne qui n'a pas les moyens de se payer des choses, qu'est-ce qu'il va voir? Des gens qui étalent le luxe, la richesse, la consommation, et ce qui va faire, parce que l'être humain se compare, mais au lieu de se comparer pour se rassembler, là on se compare pour se diviser. Mais ça c'est très inquiétant. Mais on voit l'ambivalence aussi, c'est que quelque part le mouvement des Gilets jaunes est un révélateur social. Aurait-il pu exister sans les réseaux sociaux? Est-ce un mal que ce mouvement soit né d'une certaine Michael Stora? C'est une question extrêmement politique. Oui, alors là, moi, je donne un point de vue. D'un point de vue personnel, je pense que c'était important qu'il y ait à certains moments des mouvements qui crient, qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Regardez les femmes en Iran actuellement. Bien sûr. Voilà. Mais alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte que tous les pays où la liberté est en danger, étrangement, ces réseaux-là ont vraiment un intérêt. Parce que justement, ils peuvent porter une parole. Par contre, nous, dans nos pays dits démocratiques, on se rend compte que là, ces réseaux sociaux ont tendance plutôt à faire du mal. Comment retravailler, comment repenser les choses, c'est vrai que c'est un enjeu important pour l'avenir. C'est vrai que c'est documenté que la vérité est toujours en retard sur la propagation des fake news qui sont plus sexy. Mais je reviens aussi, vous êtes psychologue, psychanalyste. Qu'est-ce qui permet de parler d'addiction aux réseaux sociaux? Est-ce d'ailleurs reconnu comme une pathologie? Parce que si pathologie il y a, j'en crois qu'il n'y en a qu'une seule, c'est à la gare des jeux vidéo qu'on reconnaît une addiction, que l'OMS reconnaît une addiction. Complètement. Donc la seule addiction virtuelle reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, c'est ce qu'ils appellent video game disorder, c'est-à-dire l'addiction, entre guillemets, le trouble du jeu vidéo, qui a été, entre guillemets, reconnu, qui est d'ailleurs un concept qui n'est pas toujours accepté par tous mes collègues. Mais pour le moment, on n'arrive pas. On a parlé de potentialité d'addiction, mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on rentre dans le détail, lorsqu'on voit la manière dont on a tous un rapport parfois complètement adhésif à ce portable, on swipe, on allume notre portable presque 200 fois par jour, et en effet, on voit des astuces addictogènes qui vont faire qu'on aura du mal. On se rend compte à quel point la puissance affective que l'on a vis-à-vis de nos réseaux sociaux fait que finalement on se retrouve dans un espace où on est bien, où on est voilà. C'est quoi les astuces addictogènes déployées par les réseaux sociaux, parce que c'est d'eux dont on parle. Oui, alors c'est ça, parce qu'en fin de compte, il y a entre autres aux États-Unis des diplômes de captation de l'attention. C'est assez diabolique. Je vous donne un exemple, entre autres sur TikTok. Alors c'est pas américain, mais néanmoins ils utilisent ces techniques, qui fait que grâce à l'algorithme, vous allez retrouver un fil qui vous rassure, un fil doudou. Ce que j'appelle moi un fil doudou. Par exemple les chatons, les animaux, beaucoup de gens, c'est le nouvel antidépresseur à la mode. Vous regardez ça, vous êtes content. Et puis à un moment, on va vous balancer une image inquiétante, choquante, assez violente, vous ne comprenez pas très bien. Et à ce moment-là, un peu comme un bébé, vous êtes anxieux et il faut à tout prix retrouver son doudou pour se réassurer. Donc et là, vous allez retrouver votre fil. Et finalement, à partir de ce moment-là, vous ne voyez plus vraiment le temps passer. Voilà l'algorithme, c'est absolument passionnant. C'est à découvrir dans votre dernier livre, un réseau asociaux, donc le A entre parenthèses, le côté obscur des algorithmes pour aller plus avant dans le sujet. Merci Michael Stora. Merci à vous d'être venu sur Europe 1 nous parler ce matin. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Bonne journée à vous. Merci vous aussi.